Alors, que dire de mon ami Philippe? Ça me fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps, ça fait déjà quelques années. Ah, véritable légende du SEO également, hein, membre fondateur du SEO CAM, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être le représentant belge pendant plusieurs années. Alors, tu es à la tête du groupe Neper, hein, agence parisienne Levallois-Perret, je crois, spécialisée dans le search marketing, c'est bien ça? Le Vol-Opéré et La Rochelle. La plupart de nos Ah consultants oui, pardon, sont à La Rochelle. excusez-nous du peu. Et donc, toi, Au tu vas bord de nous l'eau. présenter. Ah, d'accord. Ah, c'est un très joli coin par là. Et donc, toi, tu vas nous présenter les nouvelles technologies de site web, en fait. Oui, en fait, on va essayer de faire une présentation sur des sujets techniques, mais de manière vulgarisée. Donc, si vous êtes allergique à la technique, surtout partez pas, parce que j'ai vraiment prévu quelque chose qui explique en fait les conséquences de certains choix techniques pour les gens qui justement savent pas quoi on leur parle quand on cite des mots comme headless, serverless, low code, SaaS, No code et tout PWA, ça. ces Ouais. trucs-là. Et pour l'expliquer, qu'est-ce qui est OK pour le SEO et qu'est-ce qui l'est pas, et par rapport à des cas dans lesquels des développeurs proposent de basculer sur ce genre de technologie, qui sont à la mode pour la plupart, hein, qu'est-ce que ça implique derrière et pourquoi est-ce que très souvent, il faut être plus vigilant. Voilà, ben, Donc, nous voilà. t'écoutons. Mm. OK. Bon, on va démarrer par déjà un premier constat, c'est que les outils et les méthodes pour bâtir un site web en 2022 ont beaucoup, beaucoup évolué. Elles évoluent de plus en plus vite et il y a déjà des choses qui sont devenues obsolètes. On a de moins en moins de sites mobiles en M point. Donc là, c'est clair qu'aujourd'hui, le responsive design a gagné. Alors, le responsive design a gagné, mais pas forcément la performance. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Les pages AMP, alors pour information, en 2023, je pense que Google va commencer à annoncer que C'est c'est fini. plus du tout un truc d'avenir, donc vous pouvez déjà oublier. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui proposent aujourd'hui des solutions de création de sites web avec des plateformes et des CMS hébergés sur des serveurs dédiés. On a connu ça pendant presque 20 ans, et bien c'est en voie d'abandon rapide. Non, par contre, ce qui est à la mode, c'est d'autres approches. Donc, le SaaS, le low-code, le headless, le cloud, le serverless. Et on va voir que sur le papier, dans pas mal de cas, on est censé avoir quelque chose qui est SEO friendly. Après, dans la pratique, ça peut mal se passer. Et donc, il va falloir faire attention à toutes les conséquences. Alors, on va parler aussi de temps en temps de termes comme l'architecture logicielle. Alors, de quoi on parle quand on parle d'architecture logicielle? Eh bien, ça décrit comment le service que représente un site web est découpé entre composants et comment ces composants interagissent entre eux. Donc, et en fait, on avait une architecture classique jusqu'à il y a peu, qui était celle que vous avez sur le schéma à l'écran, c'est-à-dire eh bien, un serveur web qui était situé quelque part dans un hébergement et qui derrière faisait appel éventuellement à un autre serveur pour les bases de données, qui pouvait faire appel à d'autres serveurs pour du stockage. Mais tout ça se passait en tout cas sur un hébergement distant. Et après, il y avait une interaction entre un navigateur et un serveur web. Mais le navigateur recevait qu'une version déjà entièrement fonctionnelle de la page web. Eh bien, cette architecture devient de plus en plus remplacée par autre chose. Et donc, on va voir que ces derniers temps, les développeurs font l'objet d'une certaine créativité. Est-ce que c'est pour le mieux pour le SEO? Eh bien, au quotidien, ce que j'observe, c'est que non, ça devient plutôt plus compliqué. C'est-à-dire que le travail qu'on a à faire pour aider les développeurs à coder correctement pour avoir derrière quelque chose qui est parfaitement SEO compatible, ça demande plus d'efforts qu'il y a encore 10 ans. C'est intéressant. Donc parce qu'effectivement, l'emploi de ces nouvelles technologies
a un certain nombre d'effets de bord dont il faut qu'on parle. Alors vous allez me dire, c'est ce que disent tous les développeurs, hein. Un site web, c'est toujours un site web. Donc, OK, mais maintenant, on a des tas de façons de faire des sites web, que je cite là. On a déjà donc prononcé tous ces gros mots, donc je vous propose d'attaquer après dans le dur du détail pour vous expliquer ce que c'est que tout ça. La première chose à la mode, c'est d'utiliser des services SaaS pour arriver donc à fabriquer un site web. Donc là, le principe, c'est que plutôt que d'avoir un CMS que vous hébergez, eh bien, vous utilisez une solution comme Shopify ou Salesforce Commerce Cloud, ou Wix, Weebly, Squarespace, il y en a toute une famille maintenant, et qui vous permet de faire un site web à partir d'un applicatif qui n'est plus hébergé sur un serveur qui vous appartient, mais qui est fourni par un prestataire externe. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Ça vous permet d'avoir tout de suite un site, par exemple e-commerce, avec toutes les fonctionnalités d'un site e-commerce déjà prêtes. Et c'est de plus en plus fréquent. Alors par contre, il y a alors c'est effectivement quelque chose qui est populaire auprès d'énormément de clients. C'est des solutions clés en main qui permettent, en théorie, c'est presque le cas, de se passer d'équipes techniques pour fabriquer un site web. On a très très peu de maintenance, et oui, c'est plus à vous de vous occuper de la maintenance, hein, c'est le prestataire qui vous propose ces solutions qui doit assurer la maintenance. On est sur des solutions qui présentent beaucoup de scalabilité, donc ça veut dire que si vous démarrez avec un tout petit site et qu'un an après, vous avez 3 millions de pages, eh bien, vous pouvez continuer à utiliser la même solution sans avoir à vous dire il va falloir changer de serveur web, d'hébergement, etc. Et on a un coût qui a l'air d'être faible par rapport à ce que coûtent les développements que l'on faisait avant. Alors, ça déjà, première chose à signaler, on a beaucoup de coûts cachés derrière ces outils qui sont souvent ignorés par les gens qui passent par ces outils et qui sont découverts en fait déjà au bout d'1 an, 2 ans d'utilisation parce qu'effectivement, ces outils, ils ont leur propre philosophie, ils ne sont pas forcément parfaits sur tous les aspects et lorsqu'on est obligé de commencer à trouver des solutions pour aller dépasser les limites de ces outils, que ce soit des problèmes de performance ou des problèmes de fonctionnalité qui manquent, eh bien, ça finit par déjà représenter des coûts largement supérieurs à ceux qu'on avait envisagés. Et il y a également le coût de possession de l'outil, qui est non négligeable et que, par contre, la plupart des clients de ces outils ont tendance à ne pas regarder. Et donc, c'est seulement au bout d'un certain temps qu'on se rend compte, effectivement, que ces coûts de possession existent. Alors, côté SEO, est-ce que tout se passe bien au niveau service en SaaS? Alors, ça progresse. Au début, c'était souvent assez catastrophique. Aujourd'hui, suivant les outils, on est sur du 3/4 des fonctionnalités SEO assurées sans aucun problème, jusqu'à 100%. D'accord? Donc, alors, on est confronté souvent à des développements spécifiques liés à ces outils, et c'est souvent là que le bas blesse. Donc, c'est-à-dire qu'un outil qui a déjà été relativement bien conçu pour le SEO peut très bien devenir beaucoup moins compatible à partir du moment où il y a des développements spécifiques qui ont été rajoutés pour arriver justement à ajouter la fameuse fonctionnalité qui manque. Et ça, c'est un peu le piège. C'est quand même à déconseiller si le SEO est stratégique pour vous. Donc, si le SEO est stratégique pour vous, ça veut dire que vous avez besoin d'assurer la compatibilité à 100%. Pas à 75%, pas à 90%, 100%. Et déjà, quand c'est possible à 100%, rares sont les sites qui arrivent au 100% de compatibilité. Donc voilà. Donc le risque, ce n'est pas tellement dans la compatibilité de l'outil, mais dans la façon dont il est implémenté. Deuxième type de développement à la mode, c'est le low-code ou le no-code. Donc le no-code, c'est faire appel à tous ces outils qui sont aussi des outils en SaaS, c'est un cas particulier de l'outil en SaaS, qui permet donc à quelqu'un qui est censé ne pas connaître le développement de faire un site web. Alors la réalité est un peu différente.
certes, le code est généré automatiquement derrière par les applicatifs no-code, mais on doit savoir comment faire un site web pour les utiliser à fond. Ces outils no-code ne sont pas des outils qui ne requièrent pas de travail côté SEO. Et si on ne sait pas optimiser un site pour le SEO, c'est pas parce qu'on utilise un outil no-code qui est censé être 100% compatible qu'on va réussir à la fin à avoir un site parfaitement performant en SEO. Donc ça, c'est le piège. Donc l'autre piège, c'est de croire que en fait, on peut correctement utiliser ces outils sans avoir déjà l'habitude de faire du design, de l'UX, de site web. Voilà, ça fait gagner du temps à des gens qui savent déjà le faire un peu. Alors, il n'y a pas que du no-code, il y a du low-code. Donc ça, c'est une nuance. Alors, dans le low-code, on est encore en train d'avoir des outils qui permettent de développer mieux et plus vite. Avec une promesse qui est plus radicale pour le no-code, c'est vraiment d'arriver à faire une application sans faire appel à des développeurs. Alors encore une fois, c'est vrai qu'on peut faire un site sans développer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de gens qui connaissent très très bien la technique. Alors c'est vraiment un concept qui est à la mode, le low-code et le no-code. Là, on regarde sur Google Trends quelle est l'évolution de la frappe de no-code dans Google. C'est vraiment impressionnant. Alors, quand je parle de ça, je parle notamment d'outils comme Webflow, qui est un des outils qui aujourd'hui a la meilleure compatibilité SEO de tous ceux qu'on a. Mais il y a également d'autres outils no-code qui travaillent sur d'autres aspects, comme Airtable pour les bases de données, comme Zapier pour l'automation. Et après, on a des outils que je qualifierais de no-code spécialisés, qui travaillent notamment sur la fourniture de pages web pour le e-commerce ou pour les marketplaces. Alors, au passage, est-ce que WordPress est un outil no-code? Figurez-vous que si on prend la définition habituelle, ça peut être un outil no-code. On peut faire des sites web avec un WordPress et un bon framework sans avoir besoin de coder derrière. Donc, c'est pas scandaleux d'appeler WordPress un outil no-code. Alors, no-code, oui, mais pas no SEO. Donc, il faut vraiment travailler sur les outils no-code. Son optimisation, il faut savoir le faire. D'accord? Si l'outil potentiellement permet de faire tout ce que vous avez besoin en termes d'optimisation, changer les balises title, faire un maillage interne optimisé, mettre des contenus dans les balises alt sur les images, travailler sur la sémantique de votre code HTML, etc. Tout ça, c'est souvent parfaitement possible sur des outils no-code, mais il faut savoir exactement quoi faire. Et l'outil ne va pas automatiquement faire des pages optimisées pour vous. Il faut que vous sachiez quel est le code qui est attendu. Alors que ce soit les outils no-code, low-code ou SaaS, il y a quand même quelques points d'attention que je vous signale. C'est des inconvénients qui apparaissent, hélas, toujours trop tard aux yeux des gens qui les utilisent. C'est qu'on est dépendant d'un outil. On est dépendant d'un outil et quand l'outil est down, votre site est down également. Et donc ça, tous ceux qui utilisent au quotidien un outil en SaaS savent que ce risque, même s'il est apparemment limité par des clauses de SLA dans les contrats, eh bien, ils ne sont pas totalement inexistants. Il y a également beaucoup d'outils qui, ces dernières années, ont fait leur apparition et ont disparu quelques mois. Donc, lorsqu'on est dépendant d'un outil comme ça et qu'en fait, on est pressé par le temps parce qu'on s'aperçoit que le service va s'arrêter de fonctionner, c'est un petit peu désagréable. Donc, il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup de fusions, et donc le risque est grand de devoir refaire son site sur une autre solution, et donc dans un délai qui n'est pas du tout, qui est sans doute extrêmement réduit. Donc, c'est quand même un problème. Et il y a une question qu'il faut toujours se poser, et là, souvent, c'est quand même problématique.
c'est comment est-ce que si on change de solution, comment est-ce qu'on va migrer de l'outil actuel vers l'outil suivant. Et souvent, là, suivant les services auxquels on fait appel, ça va du c'est carrément impossible à c'est complètement assuré. Là, par exemple, sur Webflow, il y a des solutions qui permettent de basculer depuis un WordPress sur Webflow. Et donc, ça, c'est déjà relativement sympathique d'avoir prévu ces choses-là. Alors, sur ces outils-là, il y a souvent des objections de la part des développeurs. Ça vient du phénomène qu'on appelle le shadow IT. Alors, c'est quoi ces trucs-là? C'est le fait que d'un seul coup, des gens qui ne sont pas des techniciens se mettent à créer donc des choses qui relèvent normalement des services IT. Et d'un seul coup, ça veut dire que les sites web ne sont plus dans le périmètre de la DSI. Donc, attendez-vous quand même à quelques résistances dès que vous avez une structure dans laquelle il y a une DSI. Et parfois, les directeurs techniques, ils ont raison de se méfier parce que ces outils posent des problèmes de sécurité et de confidentialité. D'accord? Ça pose des problèmes de maintenance et des problèmes d'évolution. Donc, du coup, c'est pas non plus des solutions qui sont parfaites de ce point de vue-là, sans compter qu'il y a un aspect auquel il faut penser, c'est est-ce que ces outils sont RGPD friendly? La réponse est, en général, et sauf exception, non. Non. Donc, si vous récoltez des données personnelles, vous allez avoir des soucis avec ces solutions-là. Alors, en termes de compatibilité SEO pour le no-code, on est exactement sur le même schéma que pour tous les serveurs en SAS. Donc voilà, on est sur du 75 à 100% avec un risque réel d'un code livré qui est non compatible SEO si vous n'avez pas fait le travail d'un SEO. Là, le risque numéro 1, c'est que parce que vous pensez que le site est fait avec un outil qui est annoncé comme 100% compatible SEO, vous aurez forcément un site compatible SEO. Ben non. Non. Alors, autre architecture logicielle à la mode, c'est les CMS headless. Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc, en fait, si on veut faire des choses comme donc générer du code HTML pour différents usages, donc sur donc une montre connectée, sur donc un smartphone, donc dans des apps diverses et variées. Si on veut donc assembler des données qui viennent de plusieurs API, eh bien, passer par des CMS habituels, ça va être plus compliqué parce que ces CMS sont souvent faits pour faire des pages HTML que je qualifierais de classiques et pas pour multiplier comme ça les présentations et donc les types de codes qui sont créés. Donc, l'une des solutions qui a été trouvée, c'est de ne plus avoir de système qui génère du code front, donc le code HTML, JavaScript, CSS, depuis le CMS, le système de gestion de contenu. Alors, ça veut dire que, par exemple, si vous prenez un Drupal, donc normalement, un serveur Drupal est capable de fabriquer le code que vous voyez sur vos navigateurs Internet. D'accord? Le code est fait à partir de l'information qui est uploadée et mise en forme par le CMS. Et en front, vous avez un code qui est à nouveau fait par Drupal. Mais vous pouvez arriver à une architecture qui est dite headless, dans lequel, en fait, eh bien, le CMS sert juste à gérer le back-office. Et le front est géré par un autre bout de code qui peut être fait dans un langage qui n'a rien à voir avec celui dans lequel le CMS est programmé, avec lequel donc le web serveur habituel fonctionne. Donc souvent, c'est en headless, on travaille avec des architectures où le front est fait donc en JavaScript. Donc ça, c'est donc le plus fréquent aujourd'hui. Et ça, c'est une évolution qui est assez importante. Alors, il y a des CMS qui sont spécialisés, par exemple Strapi, Cockpit, Directus. Après, on a ce qu'on appelle les CMS découplés et semi-découplés. Donc là, ça veut dire que
c'est des CMS traditionnels dans lesquels on peut utiliser les fonctionnalités pour développer le code front du CMS ou pas, et s'en servir comme un serveur headless. Donc c'est le cas de Drupal, par exemple, dans le monde Linux, Apache, MySQL, PHP, ou de Sitefinity, là on est dans le monde ASP.NET. Et puis après, on a des plateformes SaaS headless, donc ça c'est la jonction des deux mondes, les services SaaS et donc le serveur headless. Donc le back-office est généré ailleurs. Donc là, on va sur un site web avec un back-office dans lequel on peut rentrer les données et ensuite on affiche les pages web sur un serveur qui peut être lui-même un serveur totalement distant ou un serveur cloud ou un serveur hébergé traditionnellement avec cette fois-ci, pareil, un langage de programmation du serveur web qui peut être totalement différent du langage avec lequel vous fabriquez le code des pages qui sont vues par les utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça vaut un CMS headless pour le SEO? Alors, il y a la théorie et la pratique. En pratique, c'est souvent assez catastrophique. En théorie, comme le code n'est plus fabriqué par le CMS, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à faire un code parfaitement compatible SEO, parfaitement propre, qui va répondre entièrement à toutes les contraintes que vous voulez donner à ce code-là. Voilà, ça c'est la théorie. En pratique, les développeurs doivent réinventer la roue. D'accord? Lorsqu'on fait un site web avec un serveur headless, eh bien, peut-être que le sitemap XML, il faut coder l'outil qui va être capable de le générer. Peut-être que le robots.txt, il va falloir aussi créer le fichier à la main ou avec un bout de code pour arriver à le générer. Il n'y a rien qui permettra dans le code front d'assurer qu'il y aura une balise title, une balise H1 dans chaque page. D'accord? Il n'y a rien qui va fabriquer automatiquement des balises link rel canonical ou des balises hreflang. Il va falloir tout recoder. Aujourd'hui, ce que vous avez donc déjà à disposition dans un WordPress avec un plugin Yoast, par exemple, pour faire du SEO, là, tout ça, il faut le recoder. Donc, autant vous dire que si vous avez une équipe de développeurs qui travaille là-dessus, qui n'est pas habituée à faire des sites web, ce qui arrive quand même assez souvent dans ce genre de contexte, ou qui n'est pas accompagné par un très bon spécialiste SEO qui va donner dans les specs toutes les informations pour dire, OK, dans le code, il faut aussi être capable de générer des hreflang, des H1, des titles avec les bons contenus, eh bien, il y a un fort risque que des choses soient oubliées. Et c'est ce qui se passe dans la pratique. Alors, autre architecture plus assez moderne et de plus en plus fréquente, c'est les sites serverless. Alors, ils sont mal nommés, parce qu'en général, il y a quand même un serveur web quelque part. Ce qui se passe concrètement, c'est que pour avoir des très bonnes performances, par exemple, pour avoir une très très bonne résistance à des très forts trafics, eh bien, on a un outil, un CMS ou un outil équivalent, qui va générer des pages statiques qui seront mises en ligne sur des services cloud en général. Donc, ça va sur AWS ou sur Azure ou des outils comme ça. Ça, effectivement, c'est des solutions qui, techniquement, sont intéressantes, notamment pour ce que ça permet de gagner en performance et en résistance et en résilience. Voilà, alors ça, c'est des choses qu'on rencontre. Là-dessus, quel est l'impact pour le SEO? Pareil, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas quelque chose qui soit complètement SEO compatible. Par contre, lorsqu'on a des pages qui ne sont pas totalement statiques, mais dans lesquelles ce qui est mis sur le service cloud, ce sont des pages qui en fait contiennent des JavaScript, qui appellent des scripts JavaScript pour générer du HTML dans le navigateur de l'internaute, et bien là, on peut avoir à nouveau des problèmes avec le SEO. C'est le sujet des sites faits en JavaScript qu'on va aborder dans 2 ou 3 slides. Et si le contenu est vraiment statique, c'est généralement quelque chose qui peut être considéré comme une bonne solution. Parlons 2 secondes des single page applications avant de parler des pages en JavaScript. Alors ça, clairement, si un développeur revient vers vous en disant
Le prochain site, on fait une single page application. Sortez votre revolver, hein, parce que C'est au secours. il va falloir sans doute donc convaincre vos interlocuteurs que c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de concevoir votre site web comme une application pour smartphone, mais surtout, comme son nom l'indique, c'est une application qui comporte une seule page. Ça veut dire une seule URL en théorie. Alors, donc le problème, c'est qu'il y a souvent des gens qui appellent SPA des choses qui n'en sont pas. Donc, c'est-à-dire qu'avec une architecture moderne, donc notamment des sites qui sont faits avec des frameworks JavaScript, on peut réussir à fabriquer un site qui a 1 million de pages, qui comporte 1 million d'URL pour chaque page. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Chaque URL donc, a bien un contenu unique, chaque contenu unique a bien une URL. Mais c'est quand même fait avec quelque chose qui ressemble à une application. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de rendre les SPA totalement crawlables, indexables et compatibles SEO. Mais donc la vraie notion qu'il faut surveiller, c'est est-ce que, quand on vous parle de single page application, est-ce que vous aurez une seule URL pour tous les contenus? Si c'est le cas, c'est no way, no go. Donc, c'est même pas la peine de continuer. Vous n'avez aucune chance d'avoir quelque chose qui sera correctement compris par le moteur de recherche et vous n'avez aucune chance d'avoir un bon référencement. Donc là, on est de toute façon déjà au départ sur les SPA, sur quelque chose dont la compatibilité SEO est médiocre à passable, voire catastrophique. D'accord? Donc, alors là, dès qu'on parle de SPA, essayez de comprendre comment ça fonctionne véritablement. Est-ce que c'est une vraie SPA ou est-ce que c'est juste un nom qui donne à une application qui est faite avec un framework JavaScript et qui, en fait, aura bien une URL pour chaque contenu. Alors, c'est le moment de parler un petit peu des frameworks JavaScript et de la mode de faire maintenant des sites web dans lesquels le code HTML est généré dans le navigateur de l'internaute. Alors, il y a des développeurs qui ont pensé au départ que c'était une bonne idée. Ben non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, alors, on va définir quelques termes. La façon traditionnelle de faire des sites web, donc l'architecture que je vous ai montrée au tout début, dans lequel il y a un serveur web distant qui génère du code HTML, JavaScript, CSS, qui est déjà tout prêt pour être rendu dans votre navigateur. Ça, c'est ce qu'on appelle le SSR, le Server Side Rendering. D'accord? Lorsque on génère donc le contenu côté client, donc dans le navigateur de l'internaute, on appelle ça, à contrario, du client-side rendering, du CSR. Alors après, on peut faire de l'hybride. Donc l'hybride, ça veut dire il y a une partie du code qui est généré côté serveur, il y a une partie du code qui est généré dans le navigateur. Bon, donc là, les choses sont simples, hein. Si votre site il est fait en SSR, même en JavaScript, tout va bien. Vous avez un site qui est fait de manière traditionnelle, les moteurs vont le comprendre sans difficulté a priori, ils vont pouvoir crawler, indexer le site facilement, et donc vous n'aurez pas de problème supplémentaire, même si le langage serveur qui est utilisé, c'est du JavaScript, car le JavaScript peut être un langage orienté serveur. Donc il tourne sur un serveur web. Au départ, c'était uniquement dans un client, hein, dans un navigateur web. Si par contre, l'intégralité du code HTML, ou presque l'intégralité, est générée dans le navigateur de l'internaute, eh bien alors vous allez avoir des problèmes donc, pour avoir un référencement parfait. Par contre, si vous avez une solution hybride dans laquelle une partie est faite côté serveur, une partie côté client dans le navigateur de l'internaute, eh bien là, ça va dépendre. Donc, mais il y a des solutions à base de framework JavaScript dans lesquelles aujourd'hui, on obtient des choses parfaitement compatibles SEO avec l'utilisation d'un bout de CSR, du SSR, à condition que les bonnes choses soient générées donc, au bon endroit. Donc ça, je vous laisserai consulter ce tableau lorsqu'on mettra en ligne donc, la présentation. Mais tout ça, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui,
On a de plus en plus de sites qui sont faits avec ce qu'on appelle les frameworks JavaScript. Donc, ce sont ces bibliothèques de code en JavaScript qui permettent de faire des sites web plus facilement. Donc, les plus populaires, c'est Vue.js, React.js et AngularJS. Il y en a d'autres. Et ces outils, aujourd'hui, ont tous évolué. Au départ, c'était des outils qui ne permettaient pas d'avoir des sites totalement compatibles SEO. Mais on est en 2022. Toutes les librairies permettant de faire du code côté serveur ont été rajoutées. Et on peut donc faire de l'hybride et de l'universal assez facilement. Donc, voilà. Donc, la recommandation a changé. Hein, donc, on a déjà des moteurs qui savent exécuter assez bien le code JavaScript, mais pas de façon parfaite. Hein. Quand vous avez besoin de rendre le code fabriqué en JavaScript côté client pour un bot de moteur de recherche, c'est 10 fois plus de ressources consommées que pour un moteur normal. Donc là, si vous avez un framework JavaScript genre React, Vue ou Angular qui est utilisé pour fabriquer un site web, si on est en 100% CSR, ça sera très mauvais pour le SEO. Si c'est utilisé en SSR, c'est un site web normal, c'est OK pour le SEO. Et si c'est utilisé en hybride, il faut vérifier l'implémentation. Là, vous avez besoin de faire des tests pour voir si effectivement les bots de moteur de recherche arrivent correctement à crawler et indexer ces pages. Donc, on peut faire tout simplement un test avec la Search Console d'indexation. OK, 2 mots sur les PWA, donc les Progressive Web Apps. Donc là, c'est une nouvelle façon de coder des sites web dans lequel, sur des smartphones, on exploite les possibilités nouvelles des navigateurs web et qui sont donc capables de faire des choses comme stocker de l'information pour avoir des fonctionnalités qui marchent déconnectées, ça c'est génial, qui sont capables de lancer des alertes, qui sont capables de s'afficher en plein écran, bref, d'avoir un comportement pour une page HTML5 qui va ressembler à celle d'une application. Alors ça, c'est souvent fait avec des frameworks JavaScript, et donc là, vous retrouvez pour les PWA, lorsqu'elles sont utilisées pour faire des sites web, exactement les mêmes recommandations pour faire quelque chose de SEO compatible que pour les frameworks JavaScript. Donc là, on est sur quelque chose qui, en termes de compatibilité, va présenter exactement les mêmes compatibilités théoriques, hein, donc, mais dans la pratique, s'il n'y a pas effectivement une attention particulière, une plus grande vigilance dans les recos SEO, on a un risque de code livré non optimisé. Voilà, donc conclusion, on vit vraiment une époque aujourd'hui où les innovations foisonnent sur la façon de construire des sites web, et avec des nouvelles méthodes qui ne sont pas forcément maîtrisées par les équipes techniques dans tous les aspects. Et ça engendre donc un risque élevé pour le SEO. Donc je vous mets en garde, lorsqu'on vous parle de ces nouvelles architectures, sur le fait qu'il va falloir être plus vigilant que d'habitude. Après, c'est clairement un handicap qui va disparaître avec le temps. Et on a pour la plupart de ces méthodes, des méthodes qui sont théoriquement compatibles à 100%, mais sur le papier uniquement. Donc le risque commun, c'est à chaque fois, c'est d'oublier la règle fondamentale de la création de site web à l'occasion de l'adoption d'une de ces nouvelles techniques. Donc là, la recommandation, c'est de ne pas jouer avec le feu. Faites-vous accompagner d'un spécialiste SEO et d'un spécialiste qui connaît aussi bien le SEO que ces nouvelles technologies. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions, Jean. On est pile poil, on a terminé à 19h, il est 19h03. Merci Philippe, en tout cas c'était très expliqué, très clair. Enfin, évidemment, moi j'ai l'habitude, je connais un petit peu toutes ces techniques, j'en audite beaucoup, malheureusement. Bien souvent des gens surpris, dans le sens négatif du terme. De toute façon, les slides et la présentation seront partagés. Je te remercie en tout cas pour ta présentation. Je n'ai pas vraiment de commentaires ici, de questions dans le chat. Artem, on va pouvoir représenter ce ranking et surtout rappeler le concours. Oui, absolument. Bon, tout d'abord, j'ai déjà plein de choses à dire parce que tout d'abord, je veux remercier tous nos intervenants parce que leur sujet était impeccable, vraiment. Et même si on a des sujets difficiles,
on a des approches faciles à comprendre. Et ça, c'est toujours bon d'avoir cette opportunité de voir ces témoignages, ces présentations et ces commentaires. Deuxième chose, c'est que je veux remercier Jean pour son aide avec cet événement parce que, comme vous avez remarqué, j'étais absent presque pendant tout l'événement,